Chers internautes, bonsoir. Nous sommes ce soir en compagnie de Manu, expert en sécurité informatique. Bonsoir Manu. Bonsoir. Alors, nous inaugurons ce soir une série d'entretiens au-delà d'Internet. Nous allons aborder des questions de sécurité, mais pas seulement, parce qu'il y a de réels enjeux, puisque nos vies sont de plus en plus dépendantes des nouvelles technologies et notamment d'Internet. Donc, nous allons aborder ce soir le Darknet et Tor. Alors, assez peu d'internautes savent de quoi il s'agit. Donc, ma première question sera toute simple. Darknet, Tor, Kezako. Tor, c'est une technologie qui se traduit, donc c'est un acronyme pour The Onion Router, c'est-à-dire c'est une technologie de routage en oignon. Donc concrètement, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une technologie qui permet d'anonymiser les connexions sur Internet. Donc c'est une technologie qui peut permettre d'anonymiser la connexion d'un client vers un serveur. Donc typiquement, un client, ça va être quelqu'un derrière son ordinateur, et le serveur, ça peut être le site google.fr. La personne va se connecter via le réseau Tor, et elle pourra être anonymisée. Donc concrètement, comment ça marche? Tor fait passer, au lieu que la personne se connecte directement sur Google, elle se connecte via un serveur qui va se connecter à un autre serveur, qui va se connecter à un autre serveur, qui va se connecter à Google. La connexion va passer par plusieurs points de la planète qui se situent dans plusieurs pays, ce qui fait qu'elle sera difficilement retraçable. Et des technologies de cryptographie vont faire en sorte que, en cas d'interception de connexion entre les différents points, il sera difficile de voir qui est l'utilisateur ou quel est le contenu de la communication ou vers qui l'utilisateur veut se connecter. Alors ça, c'est la fonction première, c'est de permettre aux internautes d'être anonymes. Il y a une deuxième fonction, qui est la fonction qu'on appelle plus Darknet, en fait, qui est une fonction d'anonymisation des serveurs. C'est-à-dire que comme il va y avoir des sites en .com, .fr, il va y avoir également des noms de domaines spéciaux, utilisés uniquement à l'intérieur du réseau Tor, donc il faut se connecter au réseau Tor pour y avoir accès, et ça va être les noms de domaine en .oignon. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un nom de domaine en .oignon? C'est le nom de domaine d'un serveur qui se trouve quelque part sur le réseau Tor, qui est caché. Quand quiconque s'y connecte, l'identité de la personne qui s'y connecte est cachée, l'identité du serveur est cachée, et la communication entre les deux, le contenu de la communication est caché, via des mécanismes de cryptographie. Donc tout est sécurisé. Donc c'est sécurisé. En tout cas, ça vise à l'être. Et le Darknet, à proprement parler, c'est ce genre de réseau qui garantit la confidentialité des échanges et l'anonymat. Alors Tor est le plus connu. Tout à l'heure, on en parlera peut-être un peu plus en détail. Il y en a d'autres, c'est pas le seul. Mais Tor est le plus connu et le plus utilisé. D'accord. Alors, est-ce qu'avec un navigateur Tor, est-ce qu'on peut aller sur des sites classiques? Est-ce qu'on peut faire la même chose qu'avec un navigateur classique? Oui, alors, on peut faire exactement la même chose, ça fonctionne exactement pareil. Il y a un navigateur. Tor distribue un navigateur qui s'appelle Tor Browser Bundle, qui est un navigateur sécurisé, optimisé pour des questions d'anonymat. Il est accessible sur tous les systèmes? Il est accessible sur tous les principaux systèmes d'exploitation, Windows, Linux, macOS, d'autres sûrement, FreeBSD, il doit être également accessible dessus. En fait, le navigateur Tor Browser Bundle, le navigateur est basé sur Firefox. Ils l'ont légèrement modifié pour rajouter quelques fonctions de sécurité, verrouiller certaines choses. Et derrière, c'est le logiciel Tor avec une interface graphique. En fait, Tor, on a bien compris, c'est vraiment pour anonymiser la navigation, mais c'est né dans quel but initialement? Alors Tor est né dans un but militaire. C'est le département de la défense américain qui a financé les recherches initiales qui ont abouti à la création de Tor. C'était en quelle année, ça, à peu près? C'était dans la fin des années 90. En tout cas, les travaux de recherche sur l'anonymisation
dans Internet sont beaucoup plus anciens que ça. Le projet Tor a débuté à la fin des années 90. Il a été porté dans son premier développement par l'US Navy Research Lab, qui dépendait lui-même du DoD, du Department of Defense, département de la défense américain. L'objectif c'était quoi? Ils avaient deux objectifs, c'était deux fonctionnalités de Tor. Le premier c'était de pouvoir consulter des sites tout en étant anonyme afin de faire du renseignement. Par exemple pour surveiller des sites ou de personnes qui étaient opposées aux États-Unis sans se faire griller et sans se cramer en le faisant à partir d'adresses IP qui venaient par exemple de bases militaires américaines. Ça c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif c'est les fameux serveurs cachés. C'est de pouvoir cacher un serveur. Et c'est quoi l'intérêt? C'est tout simplement de ne pas dévoiler son adresse IP, car une adresse IP peut être reliée à un endroit dans le réseau et de manière plus ou moins précise à une zone géographique. Donc si on a un quartier général hautement sécurisé qui est dans un lieu secret, on n'a pas envie que le lieu puisse être découvert en balançant l'adresse IP du quartier général dans la nature. Ok. Donc, alors, initialement, c'était militaire, mais ils l'ont rendu public, c'est ça? Ouais, ils l'ont rendu public parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que il y avait ça marchait très bien, mais il y avait juste un petit problème, c'est que les serveurs de Tor étant facilement connaissables, et on peut facilement savoir si une connexion vient de Tor ou si elle ne vient pas de Tor. On peut pas savoir qui y a derrière, mais on peut savoir si elle vient de Tor ou pas. S'il n'y avait que les services secrets américains qui utilisaient Tor, forcément, ils seraient grillés. D'accord. Et du coup, l'idée, c'était de l'ouvrir au maximum de personnes, histoire qu'il y ait des profils très divers au sein des utilisateurs de Tor. Et comme ça, si quelqu'un vient sur un site en venant de Tor, on peut pas savoir si c'est un agent d'un service secret d'un pays quelconque, un journaliste, quelqu'un qui essaye de pirater le site, qui veut se cacher un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est tout le monde est caché, donc en gros, ça permet de se cacher dans la masse, quoi. C'est ça. Exactement. D'accord. Alors, bon, Tor, est-ce que c'est sûr, quoi? Est-ce que c'est réellement sûr? Parce que c'est bien gentil, les points oignons, on ne voit pas. Mais est-ce que comment on pourrait donner des preuves que c'est vraiment une interface sûre, blindée au niveau sécurité? Alors, déjà, la sécurité, c'est toujours relatif. Tout dépend de l'ennemi que vous avez en face de vous, tout dépend des moyens qu'il est prêt à mettre pour vous débusquer, tout dépend de est-ce qu'il sait déjà qui vous êtes ou pas, est-ce qu'il a des idées, enfin ça dépend de plein de choses. La sécurité absolue, c'est un mythe, ça n'existe pas. Maintenant, la sécurité de Tor est quand même quelque chose qui est relativement admis au sein de la communauté de recherche en sécurité informatique. Parmi la communauté de chercheurs qu'il y a derrière le projet, il y en a beaucoup qui sont mondialement reconnus et respectés pour leur expertise, donc c'est quand même entre de bonnes mains. Ok, ça marche. Bah écoute, tu vas peut-être nous faire naviguer à travers Tor, histoire qu'on voit un petit peu de quoi il s'agit, et puis qu'est-ce qu'on peut avoir, parce que bon, on a entendu parler effectivement de tout ce qui est réseau pédophile, vente d'armes, vente de drogue. Voilà, est-ce que tu peux nous montrer On voit l'extension ici, point oignon. Donc je suis sur quelque chose qui ressemble beaucoup à Wikipédia, sauf que en fait ça s'appelle The Hidden Wiki, le wiki caché. Et donc je suis sur une page qui parle du concept de matrice, au sens un peu philosophique, métaphysique, telle qu'elle a été tout d'abord développée dans le film Matrix. Donc c'est juste un contenu comme un autre, ça a une tête de contenu comme un autre, c'est juste des gens qui l'ont posté de manière anonyme sur un serveur dont personne ne sait où il est, qui est anonyme. C'est un site standard. Donc là, nous sommes sur un site, un site marchand, qui est tout ce qu'il y a de plus classique, encore une fois, un site en point oignon. Eux, comme on le voit au début, donc c'est plutôt joli, c'est un bon site marketing est plutôt classique. Enfin, c'est assez orienté armes, quand même. On voit des armes automatiques, et que quand on clique sur See Products, effectivement, il y a tout un tas de choses très intéressantes qu'on ne peut pas acheter chez l'épicier du coin, ou alors font présenter l'épicier du coin. Donc là, nous avons des armes, donc toutes sortes d'armes automatiques, fusils de précision,
des armes un peu plus de collection. Et alors, on voit marqué, c'est quoi la monnaie là? BTC, c'est ça? Alors ouais, alors la monnaie c'est Bitcoin. J'y arrive juste après. C'est une monnaie qui est utilisée, voilà. Donc là on n'a pas que des armes, hein. On a de la drogue, 3 kilos, 1 kilo, de la coke pure à 94%. On a du faux cash, on a des faux papiers. Enfin on a tous ce dont pourrait avoir besoin une personne qui se lance dans des activités étranges. Donc il y a deux problèmes dans l'histoire, c'est comment on paye et comment on se fait livrer. Le premier problème, comment on paye, il est résolu, il y a une monnaie qui existe, qui est une crypto-monnaie qui s'appelle le Bitcoin. C'est une monnaie décentralisée qui utilise des bases cryptographiques pour fonctionner. Je ne vais pas en expliquer le fonctionnement là, tout simplement parce qu'il est le fonctionnement technique est très complexe et il faudrait du temps qu'on n'a pas forcément. Mais c'est une monnaie électronique anonyme qui est anonyme. Et la deuxième partie, c'est le... C'est quoi sa valeur aujourd'hui? Aujourd'hui, je crois combien? C'est autour de 400 € le Bitcoin. Ah oui. Et à la base, ça a commencé en dessous de l'euro. Je connais des gens qui ont revendu, qui avaient des dizaines de Bitcoins à l'époque, qui les ont revendus pour quelques centimes et qui aujourd'hui s'en mordent un petit peu les doigts. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a, dans les premières personnes à avoir eu des Bitcoins, qui s'est acheté une maison, je crois que c'est un Suédois ou au Danemark, je sais plus dans quel pays, mais en tout cas, il y a des gens comme ça qui ont fait aussi fortune en spéculant dessus, hein. C'est une monnaie comme une autre, donc toutes les activités spéculatives classiques existent. Il y a des distributeurs de Bitcoin également. Ça commence à arriver, des distributeurs. On peut en acheter. Il y a le site, je crois que c'est... C'est-à-dire qu'on retire quoi? On retire des bitcoins ou on retire du vrai argent dans un distributeur de bitcoin? En fait, ça se passe sous forme de bitcoin, ça veut dire que oui, il faut un logiciel pour le faire fonctionner. Vous allez à un distributeur ou alors vous vous arrangez avec quelqu'un qui en revend contre du liquide. Typiquement, vous donnez rendez-vous avec quelqu'un dans un bar, vous lui donnez du liquide, il vous fait une transaction en bitcoin. Si vous avez tous les deux un porte-monnaie Bitcoin sur votre téléphone portable, carrément, vous scannez un QR code où il y a marqué le montant et votre adresse Bitcoin, comme un numéro de compte suisse en quelque sorte. Et c'est légal ça en France? En France, dans l'Hexagone? Bitcoin, il n'y a pas de, pour le moment, il n'y a pas de législation. C'est dans un flou juridique. C'est dans un flou juridique. Il y a des gens qui ont essayé de le déclarer au fisc. Ça a été très compliqué et finalement, même le fisc leur a demandé de laisser tomber tellement c'était compliqué administrativement pour eux. Bah on comprend. Ouais. Récemment, il y a eu des auditions au Sénat sur le Bitcoin. Donc curieusement, les sénateurs, bien qu'ils soient conscients de tout le problème légal qui cause le Bitcoin, sont aussi conscients des propriétés très intéressantes de cette monnaie, notamment en termes de stabilité, du fait qu'on ne peut pas faire tourner la planche à billets comme ça, et qui voient un potentiel économique dans le Bitcoin. Donc pour le moment, ils se tâtent. Ils savent pas trop, tout le monde est un peu entre la prudence et le questionnement économique. Ils veulent pas passer à côté d'un potentiel économique en mettant un embargo inutile, mais en même temps, ils veulent pas laisser quelque chose qui pourrait être utilisé à des fins contrôlables. Bon, ok, ça sera peut-être un sujet ultérieur qu'on fera, on verra. En tout cas, pour revenir sur Tor, on parle de Tor, mais est-ce que, tu sais, comme on a Chrome avec Firefox et Internet Explorer, Opera, etc., est-ce qu'il y a une alternative à Tor? Est-ce que c'est le seul logiciel? Est-ce qu'il y en a d'autres? Et comment ça se passe? Alors, ça dépend pourquoi faire. Il y a un autre darknet qui permet de faire ce qu'on peut faire l'équivalent des points oignons, mais qui fonctionne, dont le fonctionnement est en circuit fermé, ça veut dire qu'on ne peut pas aller sur des sites sur la nature avec. Enfin, on peut se connecter à des proxys pour aller sur des sites, mais c'est pas prévu nativement, qui s'appelle I2P. I2P pour Invisible Internet Project, qui a d'autres technologies, mais qui sont en termes de fonctionnalité globalement similaires à Tor. Ok. Mais il y a un autre réseau qui s'appelle Freenet qui fonctionne de manière totalement différente, qui est une sorte de gros sac dans lequel chacun peut mettre des contenus, des sites, et les sites sont répartis dans le réseau et chacun peut mettre du contenu et les retirer de manière totalement anonyme, mais là il n'y a plus de notion de serveur, ça fonctionne plus pareil. Mais du coup, est-ce que les gens qui ont Tor peuvent aller sur ces sites et inversement ou pas? Non, il n'y a pas d'interopérabilité.
mais généralement, il faut avoir le logiciel qui va avec la technologie pour se connecter au réseau caché de la technologie en question. Alors, j'ai une question, moi, si en tant que parent, si on découvre que son fils ou sa fille, adolescente ou adolescent, va sur Tor, qu'est-ce qu'il faut faire? Si un adolescent de 16 ans traîne sur des forums en point oignon, et que c'est le mien, j'aurais quand même tendance à lui demander qu'est-ce qu'il fait là-bas. Maintenant, il y a plein de bonnes choses, il n'y a pas que du mauvais. Il y a des personnes, il y a des dissidents, il y a des personnes qui ont envie de se planquer, qui veulent faire fuiter des documents, qui veulent utiliser ça juste à des fins de préservation de la liberté d'expression. Face à des régimes répressifs ou Des journalistes notamment, donc? des journalistes l'ont utilisé. Edward Snowden l'a utilisé à maintes reprises pour se cacher, pour faire fuiter ce qu'il avait à faire fuiter au sujet de la NSA. Et justement, Snowden, on en parlera dans un des prochains entretiens qu'on Ça, fera on va avec en toi. parler. Wikileaks, alors j'ai lu quelque part, j'ai pas pu vérifier l'information, que la première version du site Wikileaks, avant qu'ils ouvrent un site wikileaks.org, c'était quelque chose pour oignon, parce que c'est bien sûr plus simple de fonctionner comme ça. Il y a plein de personnes bien intentionnées qui utilisent cette famille de technologies, parce que c'est un outil de liberté incroyable. Après, c'est une liberté qu'on peut utiliser pour faire le bien, comme pour faire le mal, avec les définitions que chacun aura du bien et du mal. Qui maintient ça en vie? Je veux dire, ça, c'est bien un projet qui doit coûter de l'argent au quotidien. Qui le fait fonctionner? Qui le finance, par exemple? Alors, il y a plusieurs questions. Qui le maintient en vie? Au niveau du logiciel, il y a beaucoup de personnes qui font de la recherche, qui font des contributions, qui contribuent au code, étant donné que le code source est ouvert, donc qui relisent le code pour vérifier qu'il ne contient pas de problèmes de sécurité, ou qui revérifient plus globalement la conception générale de la technologie. Qu'il n'y ait pas de vis cachée, quoi, Exactement, qui apportent peut-être des améliorations, il y a beaucoup de débats, donc il y a toute une communauté autour. Les relais, c'est-à-dire les points par lesquels vont passer les connexions cachées, sont maintenus par des volontaires. Généralement des personnes qui tiennent à la liberté d'expression et qui le font à titre gratuit. Des volontaires, tiens. Des volontaires, la plupart d'entre eux sont des volontaires. Et donc le code est totalement ouvert pour tout le Le code monde. est totalement ouvert. Maintenant, c'est ouvert dans la mesure où vous êtes capable de le lire. C'est la seule limite. C'est que souvent les gens disent tout le monde peut lire le code. Non, les personnes qui connaissent, en l'occurrence c'est écrit en C, les personnes qui connaissent le C, qui savent comment fonctionne un programme peuvent le lire, ou d'autres personnes peuvent le lire mais ne pourront pas forcément le comprendre. En tout cas, tout est fait pour qu'il puisse y avoir des revues de la part de personnes diverses, et c'est aussi une question de confiance pour le Tor Project. Et en termes de financement, il y a quand même un noyau dur qui est derrière tout ça, qui maintient le site, qui gère la communauté, qui fait de la réponse sur des incidents de sécurité, par exemple, sur des failles, qui coordonne tout ça. Donc il y a plusieurs personnes, moins d'une dizaine, qui travaillent au sein du Tor Project. Et eux, ils sont financés, donc à la base, il y a eu plusieurs financements, globalement toujours avec une part importante du département de la Défense. Et ils financent toujours, les Américains financent Ouais, toujours. ils financent toujours, là ils sont en train de se tâter pour commencer à se demander est-ce qu'ils vont toujours continuer à le financer ou pas. Bah oui, parce que quelque part ça sert quand même le milieu peut-être pas du banditisme, mais au moins les vendeurs d'armes, les vendeurs de drogue, des pédophiles. Ça sert tout ça. Maintenant, est-ce que c'est un vrai problème d'importance pour le gouvernement américain? C'est une autre question. Ça a servi dans le cadre de révolution dans des pays. Alors, quels sont les intérêts géopolitiques américains dans les pays dans lesquels ça a servi pour faire ces révolutions? En fait, toute la question, et c'est toute la question compliquée qui sont en train de se poser, c'est nous, États-Unis d'Amérique, gouvernement ou appareil militaire des États-Unis d'Amérique, a-t-on intérêt? Est-ce qu'il y a plus de bons ou de mauvais côtés à maintenir ce réseau en vie? C'est la question qu'ils sont en train de se poser. C'est une question complexe pour eux et... Parce qu'au niveau de l'opinion même, je veux dire, les gens, s'ils commencent à connaître Tor et ce qu'il y a dessus, peut-être que l'opinion peut avoir aussi son mot à dire. L'opinion, globalement, et de ce que j'ai pu en lire, l'opinion est globalement très positive au sujet de Tor.
Parce que c'est un outil de liberté formidable, les journalistes s'en servent, des dissidents dans des régimes répressifs s'en servent. Alors justement, j'avais une dernière question à vous poser, Manu. Donc concernant les militants ou les internautes qui souhaiteraient, les journalistes qui souhaiteraient s'en servir, est-ce que c'est pas aussi une manière de se faire repérer par justement ceux par qui on veut pas se faire repérer justement ça attire l'attention. Tiens, tout à coup quelqu'un crypte ses données ou en tout cas utilise un réseau anonyme, c'est quand même un peu louche. Alors toute la question est justement, comme vous l'avez dit, de qui on veut se cacher. Mais ce qu'on peut voir en mettant votre connexion internet sur écoute, c'est uniquement que vous utilisez Tor. Éventuellement, si les personnes sont vraiment déterminées, elles peuvent commencer à regarder quel volume de données vous avez téléchargé, quand, etc. Pour parler plus clairement, est-ce qu'un journaliste d'un pays occidental peut se prémunir d'être surveillé par le biais d'Internet, par ses propres services secrets ou des services secrets des pays occidentaux, en utilisant Tor? Ah mais ça c'est sûr. Mais de toute façon, les journalistes des pays, que ce soit occidentaux ou autres, sont surveillés. Et ils doivent le savoir, et on en parlera plus tard quand on parlera de la surveillance de masse. Dans surveillance de masse, il y a surveillance et il y a de masse. Et les journalistes, ils sont dans le haut du panier de la masse de ceux qu'on a envie de surveiller. Et aujourd'hui, les journalistes sont surveillés, et il y a des documents qui l'étayent. C'est pas une théorie du complot ou quelque chose que je sors de mon imaginaire. Quand on parlera de Snowden et tout ça, Même Angela Merkel est surveillée. Même Angela Merkel est surveillée. Il y a les journalistes sont surveillés, donc quitte à être surveillés, autant l'être le moins possible. Très bonne transition pour le prochain sujet qu'on aura la semaine prochaine, donc surveillance de masse. Un dernier mot sur Tor ou le Darknet ? C'est une belle technologie. J'encourage tout le monde à l'utiliser. Est-ce qu'il faut un VPN avec ou quelque chose comme ça Pour moi, le Tor aujourd'hui est le meilleur. Pour ceux qui veulent s'anonymiser sur Internet, c'est le meilleur outil. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui sont sur des activités critiques, il y a un système d'exploitation qui s'appelle Tails, et bien sûr des pratiques évidentes qui sont beaucoup plus des pratiques humaines. Changer régulièrement de pseudonyme, éviter de trop en dire, éviter de raconter sa vie à des gens qu'on ne connaît pas. Les mots de passe utiliser des mots de passe uniques, ne pas utiliser les mêmes mots de passe dans les identités anonymes que Qu'est-ce que dans vous sa entendez boîte par mail officielle. Qu'est-ce que vous entendez par unique? C'est-à-dire que typiquement une personne qui se crée un compte sur un compte mail via Tor pour dénoncer les abus d'un régime quelconque, s'il utilise, mettons un mot de passe à 10 caractères et que c'est le même pour sa boîte mail perso à laquelle son nom et son prénom sont liés, qu'il consulte sans anonymat, et si c'est le même sur la boîte mail anonyme que sur sa boîte mail perso, là il y a une faille potentielle. Ça s'appelle en sécurité opérationnelle, c'est un concept qu'on appelle une contamination. Une contamination, c'est un lien non voulu. D'accord, donc je vais résumer pour voir si j'ai bien compris. En gros, beaucoup de gens utilisent un mot de passe compliqué, mais ils utilisent le même mot de passe sur plusieurs sites, et c'est absolument pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. Après, c'est une chose parmi beaucoup d'autres. Globalement, le meilleur moyen aujourd'hui d'être anonyme, c'est de ne pas aller sur Internet. C'est malheureux, mais c'est vrai. Maintenant, des fois, il faut y aller, et quand il faut y aller... autant ne pas se faire cramer, et il y a suffisamment de personnes, des dizaines de milliers d'utilisateurs de Tor en France. Donc ça fera pas de vous une cible prioritaire si vous l'utilisez. Donc combien en tout en France ? Alors, c'est une bonne question, on peut aller voir les statistiques. Allons-y. Donc 2 millions d'utilisateurs quotidiens. Voilà, là on a des statistiques. Donc, premier pays avec le plus d'utilisateurs, les États-Unis. Évidemment. Suivi de l'Allemagne, de la Russie et de la France. La France avec... Combien on est ? En moyenne, 141 000 utilisateurs uniques par jour. C'est déjà pas mal. Honnêtement, c'est une explosion énorme par rapport à il y a quelques années. On peut voir d'ailleurs le... Tu m'as l'air surpris. Je suis assez surpris, oui. Parce que la dernière fois que j'ai consulté, c'était c'est vrai, un petit moment... Il y avait environ 30 000 utilisateurs. Là, on peut voir l'évolution du nombre d'utilisateurs. Voilà, à la base, on était sur quelque chose comme 30 000. On parle de quand même plus de 100 000 personnes en France qui utilisent Tor. Et en fait, plus il y a de personnes qui l'utilisent, moins ça devient, entre guillemets, grillé de l'utiliser. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les amis de la liberté d'expression.
c'est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent Tor à des fins illicites. Voilà. Bon, merci pour ce mot de la fin. La semaine prochaine, nous parlerons de la surveillance de masse.